Là, ce qu'on va voir, c'est une façon de contrôler la capacité de notre modèle un peu différente. Plutôt que de, si on prend notre exemple de la régression, plutôt que de contrôler la valeur de m, trouver une autre façon pour un m fixe de contrôler la capacité implicite de notre modèle. Puis ça, on va appeler ça de la régularisation. Donc, imaginons, si on retourne à notre exemple de régression, que, en fait, je veux utiliser un M qui est assez grand, même si je n'ai pas beaucoup de données, puis même si je pourrais être en surapprentissage. Okay? Par exemple, peut-être que je connais en fait c'est quoi la bonne valeur de M, pour une raison ou une autre. Peut-être que je connais très bien mon problème, puis je sais que c'est cette valeur de M-là que je devrais utiliser. Okay? Comment est-ce que je contrôle la capacité pour essayer d'éviter d'avoir du surapprentissage, comme on a pu voir qu'on en avait si le M était trop grand par rapport à la quantité de données que j'ai. Okay? Et ça, c'est ce que la régularisation va nous permettre de faire. Ça va permettre de réduire la capacité autrement de notre modèle. Donc, un exemple de régularisation qu'on va voir très souvent, il y en existe plusieurs, mais celui-là, c'est probablement celui qui est le plus utilisé. On va prendre notre fonction qu'on voulait minimiser avant, qui était une demi fois la somme des erreurs au carré, puis on va y ajouter un nouveau terme. Ce nouveau terme-là, il va pénaliser la norme euclidienne au carré de mes paramètres. Il va pénaliser, en fait, la valeur de mes paramètres. Donc, on se rappellera que si je prends la norme d'un vecteur, ben c'est quoi? C'est la racine carrée de la somme de chacun des éléments de mon vecteur au carré. Ça, c'est la norme euclidienne. Fait que si je prends le carré de ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a ça qui disparaît ici. Okay? C'est juste la somme des éléments au carré. Donc, la norme au carré d'un vecteur, ça va être effectivement la somme, finalement, de chacun de mes éléments dans mon vecteur de poids, mais au carré. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux que ces termes-là, tous ces paramètres-là ici, soient le plus proche de 0 possible, finalement. Okay. Aussi, une autre façon de l'écrire, c'est comme ça ici. Je prends mon vecteur W. Donc, quand j'ai un vecteur, je suppose que mon vecteur, c'est un vecteur colonne par défaut. Donc, si je prends un vecteur colonne, je le transpose, j'obtiens un vecteur rangé, fois W encore, qui est un vecteur colonne comme ça. Donc, si je fais le produit matriciel entre les deux, ça va effectivement me donner, si vous y pensez un peu, la somme de chacun des termes dans le vecteur au carré. Okay. Donc, ça, c'est une forme de régularisation qui est souvent utilisée. Puis, vous remarquerez ici qu'il y a un nouveau paramètre qu'on a introduit qui est lambda ici. Okay. Le lambda, en fait, ce que ça fait, c'est ça détermine à quel point ce terme-là est important dans ce que j'essaie de minimiser. Donc, mon algorithme d'apprentissage qui va trouver un W qui maintenant minimise tout ce terme-là ici, je vais avoir une façon de contrôler à quel point c'est important que mes W soient proches de 0. Est-ce que c'est vraiment important, je veux un lambda élevé, ou est-ce que je veux qu'il soit assez proche de 0, mais pas trop pour commencer à cesser de vraiment optimiser mon erreur d'entraînement. Là, je vais avoir un lambda qui est plus petit. Pourquoi est-ce que ça réduirait notre capacité? Une première chose qu'on peut remarquer, c'est que si j'ai, disons, m égale 0, m égale 2, ça veut dire que mon modèle, ça va être quoi? Ça va être W0 plus W1 fois X plus W2 fois X2. Maintenant, on remarque que si W2 est égal à 0, mais dans le fond, c'est comme si ce terme-là n'était pas là. Fait que c'est comme si j'avais réduit la valeur de M, finalement. Okay? Donc déjà, s'il y a certains des W qui sont poussés vers 0, puis spécifiquement ceux qui se multiplient des termes de X à un chiffre qui est très élevé, je suis implicitement en train de réduire la valeur de M, de réduire l'ordre. Aussi, si on regarde la valeur de W étoile que mon algorithme d'apprentissage qui n'est pas régularisé, donc il fait juste minimiser la somme des termes au carré, si je regarde la valeur du vecteur W, okay, donc là j'ai W0, 1, 2, et ainsi de suite, mais pour le vecteur étoile, c'est-à-dire celui qui m'est retourné mon algorithme d'apprentissage. Là, on voit que pour M égale 0, ou prenons le cas, donc regardons le terme W1, celui qui multiplie X à la 1, donc juste X. Ben, si j'avais fixé M égale 1, donc j'ai seulement une droite, j'ai cette valeur-là ici. Si M est égal à 6, donc un polynôme de degré 6, là j'ai 7,99. M égale 9, 232 et 0,37. Donc on voit qu'en général, plus j'ai augmenté la capacité, pour la quantité de données que j'ai, on voit effectivement que la valeur de mes W tend à augmenter. Puis ça, c'est parce que si je veux bien apprendre dans mon ensemble d'entraînement, j'ai à monter puis descendre beaucoup si je veux apprendre le bruit qui est en fait techniquement impossible à prédire.
Okay? Donc, pour que ma courbe puisse se déplacer beaucoup comme ça, il faut que j'ai des grandes valeurs de paramètres comme ça. Okay? Donc, on voit que, puis on a vu qu'avec m égale 9, on était en surapprentissage. On était en train d'apprendre du bruit dans le ferme. Donc, peut-être qu'une façon de faire, de régulariser ce modèle-là pour qu'il y ait implicitement moins de capacité, ça serait de pénaliser pour ne pas obtenir cette solution-là. Puis si j'avais dans mon coût que j'essaie d'optimiser, ben, la somme de ces valeurs-là au carré, ben, probablement que cette solution-là serait très mauvaise. Elle ne minimiserait pas mon nouveau terme avec ma régularisation. Donc ça, on peut le voir en faisant des graphiques. Donc, ce que vous avez ici, c'est pour le cas où on a m égale 9, avec ces données d'entraînement-là ici, et pour différentes valeurs de mon lambda ici. Okay? Donc, dans le livre, plutôt que de donner la valeur lambda, ils ont décidé de donner la valeur du log de lambda. Donc, ça veut dire que si je fais, dans le fond, l'exponentielle de ce terme-là ou de celui-là ici, j'ai ma valeur de lambda. Donc, l'exponentielle de moins 18, c'est quelque chose comme 10 à la moins 8. Donc, c'est très, très petit. Okay? Tandis que l'exponentielle de 0, ça va être égal à 1. Ça veut dire que lambda est égal à 1. Donc, ici, j'ai beaucoup de régularisation. Ici, j'en ai, mais juste un petit peu. Mais déjà, juste avec un tout petit peu de régularisation, on voit que plutôt que d'avoir la solution qu'on avait avant qui passait exactement à travers tous les points, bien là, on a une courbe qui est un petit peu plus lisse, qui ne ressemble pas nécessairement, en regardant comme ça, un polynôme de degré 9. Okay? Donc, on voit qu'on l'a empêché finalement à passer exactement à travers chacun des points. Maintenant, ben, il trouve une solution mitoyenne entre avoir des valeurs des paramètres qui n'est pas trop grande, puis être pas trop loin des cibles lorsque je trace ma courbe. Puis là, si j'ai une régularisation vraiment élevée, là, en fait, ce que j'obtiens, c'est quelque chose qui ressemble presque à une constante. Okay. Donc, on voit que plus j'augmente ma régularisation, plus je suis capable de simplifier mon modèle, d'avoir vraiment un modèle qui a beaucoup moins de capacité à prédire, entre autres, le bruit dans mes données. Donc, c'est ce que la régularisation va nous permettre de faire. Puis, comme pour la valeur de m, j'ai dit que m, plus je l'augmente, plus j'augmente la capacité. Donc, plus la différence entre mon erreur d'entraînement et mon erreur de test va augmenter. Bien, c'est un peu la même chose avec lambda. Mais lambda, ça va être plutôt l'inverse. Donc, si lambda est élevé, je n'ai pas beaucoup de capacité. Si lambda est très petit, j'ai plus de capacité. Donc là, dans ce cas-ci, on voit que la différence entre les deux erreurs, elle augmente, mais de la droite vers la gauche. Ou ici, j'ai un grand lambda, donc j'ai pas beaucoup de capacité. Puis ici, j'ai un petit lambda, donc j'ai plus de capacité. Puis on voit qu'effectivement, la différence entre les deux augmente. Puis encore une fois, il y aurait une solution mitoyenne, donc il y aurait un lambda qui est optimal en termes de c'est quoi ma performance de généralisation, mais qui n'est pas celui qui donne la plus petite erreur d'entraînement. Okay. Donc, ça va nous permettre de ne pas apprendre ce bruit-là qu'on ne peut pas utiliser, qui n'est pas utile pour prédire sur des nouvelles données.